Bonjour à tous, merci Monsieur Schreiber d'être avec nous. Alors, vous êtes directeur de recherche au Fonds national de la recherche scientifique et professeur à l'ULB. Vous êtes aussi directeur du Centre d'études des religions et de la laïcité. Alors ici, on va parler de cet événement terrible qu'a été le génocide au Rwanda. Et je me rends compte que beaucoup de gens, quand on leur parle de 94 et le Rwanda, ils parlent des paras assassinés, mais très peu parlent du génocide, très peu ont en mémoire exactement le génocide. Est-ce que vous pouvez nous rappeler un peu ce qui s'est passé exactement ? C'est vrai qu'en Belgique, on a été tellement ému, bouleversé par l'assassinat des 10 paracommandos belges dans les premiers jours du génocide, que notre mémoire collective s'est focalisée là-dessus et qu'on oublie peut-être le contexte dans lequel cette horrible tuerie a eu lieu. Et donc, raconter le génocide en quelques mots, ce n'est pas facile, mais disons que sur l'événement d'abord, et puis ses prémices, l'événement d'abord, c'est le 3e génocide du XXe siècle. Je crois que c'est important de le signaler parce que le génocide, c'est un crime qui n'est pas défini par le nombre de victimes, même si à chaque fois cela a ravagé une population, dans les 3 cas, mais c'est défini par la nature du crime. Et le génocide, on y reviendra peut-être dans notre conversation, c'est un crime de nature idéologique, de nature raciste en l'occurrence, et c'est un crime de masse prémédité. C'est-à-dire que ce qui distingue le crime du génocide des crimes de guerre et des crimes contre l'humanité, qui sont les autres grands crimes punis par le droit international, c'est qu'il y a eu préméditation, il y a un plan qui a visé à exterminer tout ou partie d'une population, pour des raisons diverses, en général des motifs raciaux. C'est ce qui s'est passé pendant la Première Guerre mondiale avec le génocide des Arméniens commis par le régime jeune turc sous l'Empire ottoman. C'est ce qui s'est passé avec le génocide des Juifs et des Tziganes pendant la Seconde Guerre mondiale. Et puis, ce 3e génocide du XXe siècle. Et quand je dis génocide, 3e génocide, c'est parce qu'il a été entériné comme tel par le droit international et en particulier par les Nations Unies, le génocide commis à l'encontre des Tutsis au Rwanda et qui a fait environ, parce que les estimations sont difficiles à préciser, environ 1 million de morts. C'est donc dans ce contexte-là qu'a lieu le massacre des 10 paracommandos belges. Ce qui caractérise le génocide commis au Rwanda contre la minorité Tutsi, c'est d'abord que c'est un crime qui a été incroyablement expéditif. C'est-à-dire qu'en 3 mois, en 100 jours, 1 million de personnes ont été tuées. Les nazis avaient utilisé une méthode qui en partie était une méthode industrielle de destruction de la population juive et de la population tzigane aussi pendant la Seconde Guerre mondiale, méthode industrielle qui était les chambres à gaz. Si je puis dire, avec cet euphémisme terrible, c'est que pendant le génocide des Tutsis, on n'a pas utilisé de moyens industriels pour tuer les gens, mais que l'embrigadement de la population a conduit à l'extermination d'1 million de personnes en un peu plus de 3 mois. Et un mot peut-être sur les prémices pour revenir sur cette intentionnalité, sur le fait que c'est un crime prémédité, c'est que c'est un crime qui résulte de la volonté de l'entourage du président Habyarimana, qui était le président du Rwanda, mais qui avait pris le pouvoir à la suite d'un coup d'État en 1973 et qui avait organisé une sorte d'autocratie ou de tyrannie douce qui était à la fois paternaliste et religieuse, qui reposait sur la foi catholique du président et sur la capacité à assurer un contrôle social déterminé par la contribution des autorités ecclésiastiques à cet embrigadement. Donc l'entourage du président Habyarimana a conçu ce plan d'extermination des Tutsis, et nous allons revenir sans doute sur les circonstances qui ont mené à cela, mais ça résulte d'un long processus. Un génocide, forcément, c'est à la fois un crime prémédité, et c'est à la fois un crime qui ne survient pas ex abrupto. C'est le résultat d'un long processus, et ce processus
a duré un siècle. Il a été fait de progressive mise à l'écart de la minorité Tutsi, il a été fait de racisme, il a été fait de la volonté de se séparer d'une partie de la population dont on a fantasmé les origines jusqu'à les voir comme différents, comme s'ils étaient venus d'un ailleurs d'où ils auraient conquis le Rwanda pour y assurer la loi, leur loi, alors qu'évidemment ça a été une complète déformation, un complet dévoiement de la réalité historique, puisque, et c'est ça qui est singulier au Rwanda, c'était une même population, une même origine, il n'y avait pas de distinction ethnique, il n'y avait pas de distinction raciale, mais on a ethnicisé des relations sociales complexes que le colonisateur n'a pas bien comprises, une complexe différence sociale au Rwanda où les Hutus et les Tutsis avaient des fonctions différentes dans la société, mais n'avaient pas du tout une origine différente. D'ailleurs, vous mettez en évidence la responsabilité des Occidentaux, singulièrement des Belges, mais aussi des Français. Vous pouvez expliquer, et de l'Église évidemment, mais l'Église a été introduite par les missionnaires occidentaux de toute façon. Vous pouvez expliquer un peu en quoi les colonisateurs ont une part de responsabilité, enfin ont une responsabilité dans ce qui s'est passé? Oui, donc la colonisation, le pays a été dans un premier temps colonisé par les Allemands, mais les conséquences de la Première Guerre mondiale ont fait que les Allemands ont perdu ce territoire au bénéfice d'abord d'un mandat belge et puis d'une véritable colonisation belge. Et comme ça a été le cas au Congo, comme ça a été le cas au Burundi, la Belgique s'est appuyée sur les missionnaires pour assurer le contrôle social de la population dans ces territoires de la région des Grands Lacs. Et donc on a un phénomène double, un contrôle civique et un contrôle religieux de la population, et un phénomène d'évangélisation à laquelle la royauté Tutsi a tenté de résister, mais en vain. Et elle a été écartée finalement parce que les missionnaires voyaient d'un très mauvais œil leur résistance à l'évangélisation. Donc le colonisateur administratif et le colonisateur religieux que sont les missionnaires ont assuré ce contrôle politique et social au Rwanda depuis le lendemain de la Première Guerre mondiale, et ils l'ont fait en cultivant, en allant puiser, je dirais, dans le pseudo-racisme scientifique européen de la deuxième partie du XIXe siècle, une grille de lecture qui a complètement dévoyé, comme je le disais, les relations sociales au Rwanda. Les Hutus étaient des cultivateurs et les Tutsis des éleveurs, c'était ça qui les distinguait. Et on passait facilement d'un rôle à l'autre. Les Hutus devenaient des Tutsis devenaient des Hutus en fonction du rôle qu'ils remplaçaient, de la fonction qu'ils exerçaient dans la société pastorale et agricole rwandaise. Le colonisateur a complètement figé ces différences, voyant en eux, parce que leur morphologie était différente, mais c'était dû à leur alimentation, voyant en eux des personnes d'origine ethnique ou raciale différentes, et à figer ces distinctions entre Hutu et Tutsi jusque dans les années 1930, à inscrire cette différence dans les cartes d'identité. Conséquence, 60 ans plus tard, c'est que pendant le génocide, il suffisait d'exiger la carte d'identité d'un individu pour déterminer s'il était Hutu ou Tutsi, protéger les uns et exterminer les autres. Donc le colonisateur impose cette différenciation raciale, et les missionnaires belges qui vont se faire en quelque sorte ethnologues ou anthropologues vont inventer, vont vraiment fantasmer une origine. C'est ce qu'on appelle la théorie hamitique. Ça vient d'un des fils de Noé, Cham, théorie hamitique qui voit dans les Tutsis des gens qui sont venus du Moyen-Orient et qui, en remontant le Nil jusqu'à sa source, seraient venus envahir le Rwanda et y imposer leur férule. Ce qui est évidemment un non-sens historique, mais c'est une création des ethnologues missionnaires, et c'est cette façon de voir les choses qui a prédominé et qui a même été portée par certains scientifiques, même chez nous. Et il a fallu attendre les années 1970 pour que des anthropologues, des historiens,
fasse un réel travail critique et montre que c'était une histoire fantasmée qui a servi simplement à assurer cette distinction raciale qui a eu des effets néfastes déjà à partir de la fin des années 50 et du début des années 60. Parce que, et c'est là la responsabilité de la Belgique aussi, c'est que la Belgique a choisi dans un premier temps, pour asseoir sa domination coloniale au Rwanda, a choisi de s'appuyer sur la royauté Tutsi, sur cette minorité dont elle considérait qu'elle était plus éduquée, qu'elle était plus intelligente, qu'elle était plus raffinée. Donc ils y ont vu en quelque sorte des gens sur lesquels on pouvait s'appuyer pour régner. Et après avoir favorisé la minorité Tutsi, en particulier la royauté Tutsi, à partir des années 50, sous l'influence de la démocratie chrétienne en Belgique, qui était évidemment très influente, puisque le pouvoir dans les années 50 a été assuré pendant quelques années par le Parti social-chrétien seul, la démocratie chrétienne, dans une époque d'anticommunisme où il y avait une rivalité entre la gauche, et la gauche communiste en particulier, et l'ouvriérisme démocrate-chrétien, eh bien les démocrates chrétiens se sont dit, mais finalement, les Hutus sont minorisés alors qu'ils sont la majorité, ils ne participent pas au pouvoir, on va sans doute aller vers l'indépendance, il faut pouvoir leur rendre justice. Et la Belgique a changé de camp. Plutôt que de s'appuyer sur des Tutsis qui devenaient un peu rebelles à la colonisation, un roi qui avait résisté à l'évangélisation, une partie de la population Tutsi qui embrassait la cause du communisme pour assurer la décolonisation et pour embrasser l'idée d'un non-alignement sur le colonisateur européen, la démocratie chrétienne a choisi les Hutus et il y a eu ce qu'on appelle la révolution Hutu, c'est-à-dire une prise de pouvoir, réellement une prise de pouvoir des Hutus encore pendant la colonisation, de sorte qu'à partir de l'indépendance en 1962, ce sont les Hutus qui ont été au pouvoir, avec l'aval de la Belgique et l'appui de la Belgique dans le processus de décolonisation. Et donc les Tutsis se sont vus d'abord mis à mal, l'objet de premiers massacres en 1959, 62, 63, dans un contexte que certains ont déjà à l'époque qualifié de génocidaire, et notamment des avocats belges qui s'effrayaient devant l'Assemblée des Nations Unies, qui s'effrayaient de la situation au Rwanda. Beaucoup de Tutsis d'ailleurs, certains ont été massacrés, d'autres sont partis en exil, et c'est plus tard, 20 ans plus tard, de cet exil que partira la rébellion qui va finalement mettre à mal le régime Habyarimana. Et deuxième conséquence, outre ces massacres, c'est qu'à partir de 1962, le régime en place, régime Hutu, va mener une politique véritablement d'apartheid à l'égard de la minorité Tutsi. Il y avait une sorte de vengeance, une sorte de rancune qui s'était constituée parce que autrefois, c'est vrai, la royauté Tutsi dirigeait le pays. Et donc cette rancune, cette vengeance s'est exprimée en créant un véritable système d'apartheid avec des quotas pour les Tutsis. Et il n'était pas difficile de les identifier, puisque sur leur carte d'identité, il y avait leur appartenance. Et donc c'est tout ce processus qui a conduit, et que la Belgique a accompagné, que la démocratie chrétienne a accompagné, et qui a conduit à ce que le régime Habyarimana soit protégé par la démocratie chrétienne belge, laquelle a eu beaucoup de difficultés après à reconnaître qu'elle avait non seulement accompagné ce régime, que la coopération belge sous influence démocrate chrétienne avait en quelque sorte accrédité ce système d'apartheid, mais plus tard que certains démocrates chrétiens ont beaucoup de mal à admettre que leur protégé rwandais s'était rendu coupable d'un génocide. Et jusqu'à ce que même certains soient exfiltrés, certains responsables du génocide soient exfiltrés du Rwanda lorsque leur cause a été perdue, alors que la France les appuyait, mais on va peut-être en parler dans un instant, parce qu'il va y avoir interrogé sur les responsabilités françaises comme sur les responsabilités belges. Certains responsables du génocide ont été exfiltrés par leurs amis démocrates chrétiens. Donc il y a eu un appui avant, pendant et même parfois après le génocide. Est-ce que les démocrates... Enfin, j'ai l'impression, après avoir lu votre livre, notamment sur l'accueil qui est fait dans les universités flamandes, est-ce qu'il n'y a pas eu aussi une forme de projection des dissensions francophones, néerlandophones en Belgique sur Tutsi Hutu au
au Rwanda. Oui, c'est vrai, et ça se lit d'ailleurs dans les textes des années 1950. Les démocrates chrétiens flamands en particulier projettent sur le Rwanda l'espèce de double minorisation qu'ils connaissent en Belgique. Et donc leurs favoris seront les membres de cette majorité Hutu et ils projettent là-dessus d'abord la distinction linguistique. Ils considèrent que ce sont un peu les Flamands du Rwanda, puisqu'ils ont été l'objet d'une minorisation culturelle dans le chef de la minorité Tutsi qui détenait le pouvoir. Donc il y a cette projection du fait, on a parlé vous vous souvenez que pendant la Première Guerre, un des mythes de la Première Guerre, c'est le fait que les soldats flamands ne comprenaient pas les ordres qui leur étaient donnés en français par les officiers francophones, qu'il y avait cette minorisation de la majorité en quelque sorte. On projette cela sur le Rwanda dans les années 50 et on projette aussi le fait que les Tutsis seraient l'aristocratie et que les ouvriers, ce serait la majorité Hutu, un peu comme en Belgique aussi. La démocratie chrétienne considère qu'il y a cette double minorisation linguistique et sociale. Donc c'est vrai qu'il y a eu cette projection, et de sorte que on s'est complètement trompé sur le Rwanda. C'est qu'à force de projeter nos réalités européennes, nos grilles de lecture européennes, on a complètement dévoyé la situation, on n'a rien compris ou on n'a rien voulu comprendre à ce qu'étaient les réalités du Rwanda. Et ça aussi, ça a mené au génocide. Alors, on reparle un peu quelques minutes du rôle de la France aussi. Oui, bien sûr. Je voudrais quand même dire que mon livre, il porte sur... c'est pas une histoire du génocide et de ses prémices, même si ce sont les enjeux. Vous voulez qu'on y vienne tout de suite? Non, pas du tout. On peut parler de la France, bien entendu, parce que c'est vrai qu'il y a eu une complicité française. On la connaît, on l'a lu dans la presse à l'époque et par la suite. C'est-à-dire que même si la France n'était pas le colonisateur, la France a assuré, pour contribuer à sa présence africaine, la France-Afrique, tellement choyée à une époque, décriée par la suite, la France qui voulait être présente sur le terrain africain et non seulement dans ses ex-colonies en Afrique occidentale, mais elle tenait aussi à être présente en Afrique orientale pour résister à la tentative de mainmise anglo-saxonne, ou en tout cas c'est ainsi qu'elle l'a défendu. Et sous la présidence de François Mitterrand en particulier, la France a apporté son appui militaire aux forces armées rwandaises. Elle les a formées, elle les a dotées de l'armement nécessaire, et elle a contribué à renforcer techniquement et militairement cette armée rwandaise, en particulier dans le contexte nouveau qui apparaît en 1990. En octobre 1990, ces Tutsis exilés, je vous l'avais dit, exilés dans les pays environnants depuis les massacres des années 60, c'est plutôt la deuxième génération, les plus jeunes, veulent retourner dans leur pays et vont, à partir d'octobre 90, mener une guerre de guérilla, depuis en particulier la frontière ougandaise, vont mener une guerre de guérilla contre le régime Habyarimana. Et c'est ça le déclencheur de la guerre civile qui va servir d'écran au premier massacre et puis au génocide. Donc, ces événements militaires se déroulent entre octobre 90 et le printemps 1994. Les exilés Tutsis, avec l'appui du gouvernement Museveni de l'Ouganda, pénètrent en force dans le territoire rwandais, et c'est la France qui permet au régime rwandais de résister et de ne pas être vaincu par ces guérilleros beaucoup plus aguerris. Et c'est avec des armes françaises, et notamment des missiles français, de l'armement lourd français, que l'on va résister à cette guérilla. Mais progressivement, les guérilleros Tutsis vont quand même progressivement de plus en plus pénétrer dans le pays, de sorte qu'il va falloir, pour le gouvernement Habyarimana, lâcher du lest, et ce sont les fameux accords d'Arusha qui ont conduit à ce qu'il devait y avoir un partage du pouvoir, mais dont les plus ultras du régime Hutu ne voulaient pas,
hein, et c'est ça aussi un des éléments déclencheurs du génocide. Il ne voulait pas de ce partage du pouvoir. Et d'autre part, c'est ce qui fait qu'il y avait des militaires, notamment belges, au Rwanda, pour assurer le respect des accords signés à Arusha. Arusha, c'est une ville en Tanzanie, proche du Rwanda. Et c'est là, d'ailleurs, que siégera plus tard, après les événements, le tribunal pénal international qui visera à mettre en jugement les hauts responsables du génocide. Et puis, pendant ces 4 années de guérilla, eh bien, on va voir apparaître le fantasme du Tutsi, fauteur de guerre, et qui risque de mener à l'extermination des Hutus. On a ce fantasme là aussi que la guérilla Tutsi va ravager le pays, qu'elle va réduire les Hutus en esclavage, qu'elle va les exterminer, qu'ils vont être chassés de leur pays. Et c'est comme ça qu'on cultive chez les Hutus une haine encore davantage renforcée des Tutsis, et c'est ainsi que l'on va embrigader la population pour qu'un jour elle puisse être disponible pour massacrer les Tutsis. Pendant ce temps aussi, on achemine des armes blanches dans le pays. Il y a des achats massifs d'armes blanches qui sont effectués notamment en France, et la France va donc fermer les yeux sur ces centaines de milliers de machettes, de houes, d'instruments agricoles divers, dont on ne peut a priori pas soupçonner qu'ils vont servir à massacrer, mais quand comme ça on en importe des centaines de milliers dans les années qui précèdent le génocide, eh bien forcément, il faut savoir que c'était pour armer la population, et le fait qu'on en ait ainsi armé la population avec des armes blanches, eh bien c'est tout simplement pour les embrigader, afin qu'ils tuent à partir du printemps 1994, et non seulement on va acheminer des armes, mais on va aussi développer des radios privées, la fameuse radio des 1000 collines notamment, qui vont sans cesse seriner ce discours des Tutsis dangereux, des Tutsis qui seraient une 5e colonne de la guérilla qui sévit aux frontières du pays. Et donc, la conclusion, c'est que tout Tutsi est un ennemi, même un enfant est un membre de cette 5e colline. Et à force de seriner cela, eh bien, on va convaincre les gens de tuer, et c'est ce qu'ils feront de manière massive. Des centaines de milliers de personnes contribueront au génocide au printemps 1994. La responsabilité de la France, elle est là dans ce soutien militaire, dans la contribution à cet armement. Elle va aussi soutenir le régime pendant le génocide. Elle va inventer une opération humanitaire, la fameuse opération turquoise, mais dont le propos humanitaire n'était que de façade, parce qu'en réalité, l'opération turquoise a servi à exfiltrer des responsables du génocide. Pendant que les soldats de l'opération turquoise sont présents sur le territoire rwandais, dans le sud-ouest du pays, les soldats français vont devoir fermer les yeux sur des massacres qui se déroulent devant leurs yeux. Et c'est comme ça qu'on est documenté aujourd'hui, c'est-à-dire que des soldats français ont été révoltés par les ordres qu'on leur a donnés et par ce qu'ils ont vu, et c'est pour cela qu'ils ont dénoncé leur propre armée, ont quitté quelquefois l'armée avec fracas, et que l'on sait aujourd'hui ce qu'a été cette opération turquoise. Donc les responsabilités de la Belgique comme de la France, responsabilité passive comme responsabilité active, on a fermé les yeux ou on a été complice, ces responsabilités sont évidentes, oui. Et donc venons-en au procès de Neretsé. D'abord, j'aurais 2 questions que je vais grouper. D'abord, qui il est et en quoi il est emblématique du génocide, et aussi pourquoi a-t-il été jugé en Belgique alors qu'il y avait le tribunal d'Arusha et des tribunaux locaux, Gachacha, qui aussi sont intervenus, donc il y a eu différents lieux de jugement. En effet, le propos de mon livre, merci de le rappeler, c'est un procès parce que des historiens nombreux, spécialistes du Rwanda, ce que moi je ne suis pas, des historiens nombreux ont écrit quantité de livres, d'articles qui expliquent le processus génocidaire et ses prémices. Donc je n'avais pas la prétention d'écrire un nouveau livre sur le sujet, je n'aurais fait que répéter ce que d'autres ont écrit. Mon propos était plutôt, comme je suis historien,
même si je suis plutôt 19e, mais je prétends quand même avoir une lecture globale en tant qu'historien de ce qui accourt dans nos sociétés contemporaines depuis le 19e et le 20e siècle. Mon propos était d'écrire un essai où, en assistant à un procès, et il était important pour moi d'assister à ce procès parce que c'était la première fois en Belgique qu'on jugeait quelqu'un pour génocide, toute situation confondue, il était important pour moi d'assister au procès et d'en témoigner, en me disant j'ai l'occasion d'assister à un événement incroyable, ça n'a jamais eu lieu en Belgique, on va juger quelqu'un pour génocide. Voilà pourquoi j'ai assisté au procès, j'ai obtenu de pouvoir y prendre des notes, et donc mon livre raconte ce procès, raconte la mise en scène du procès, raconte la façon dont la défense de l'accusé a tenu des propos d'une violence terrible avec pour objectif supposé de défendre leur client. Et je raconte ce procès tout en alternant les chapitres entre l'évocation de cette cour d'assises et puis les enjeux qui émergent durant le procès, la négation du crime, le racisme, la question de la mémoire, la question du témoignage, la question de la justice et de l'opérationnalité de la justice. Alors pourquoi, d'abord qui est cet homme qui est jugé et pourquoi est-il jugé à Bruxelles? Fabian Erretse n'est pas un des concepteurs du génocide. Et c'est une des raisons pour lesquelles il n'a pas été jugé à Arusha. Il faut dire que son procès à Bruxelles a lieu en 2019, novembre et décembre 2019, alors que le tribunal d'Arusha a déjà cessé ses audiences depuis 4 ans à ce moment-là. En revanche, s'il n'est pas un concepteur du génocide, c'est un homme qui a joué un rôle clé dans la commission du génocide. Il est, avant le génocide, un homme influent au Rwanda parce qu'il est le patron de la société exportatrice du café. Et il faut savoir que le café, c'était la principale ressource. C'était la principale source de rentrée de devises du Rwanda, c'était le café. Donc il dirigeait l'office d'exportation du café, et de cette façon-là, il avait presque un rôle de ministre. Et il était respecté pour ce rôle qu'il jouait dans l'élite rwandaise, et donc c'était un très proche du pouvoir, et un homme qui jouait un rôle important dans le parti unique, le MRND, le parti du président Habyarimana. Pendant le génocide, il est à Kigali, en tout cas au début du génocide, il est à Kigali, et il sera jugé pour génocide pour 2 motifs. D'abord parce que, à Kigali, il dénonce aux tueurs ses voisins qui sont des Tutsis. On est le 8 avril, le génocide a commencé depuis la veille. L'avion du président Habyarimana a été abattu dans la nuit du 6 au 7 avril. Les massacres commencent dans la foulée de la chute de l'avion présidentiel. Et dès le 8, il va dénoncer ses voisins Tutsis pour qu'ils soient massacrés, ce qu'ils seront dans l'heure qui va suivre. Et s'il a été jugé en Belgique après, parce que bien sûr la Belgique a une loi de compétence universelle dont elle s'est dotée en 1995, si ma mémoire est bonne, mais après on a redéfini, on a réduit le cadre de cette loi de compétence universelle en ne permettant plus que soient jugées en Belgique des affaires avec lesquelles la Belgique avait un lien, même si les faits avaient eu lieu à l'étranger. Et ici, le lien, c'est que parmi ces gens qui sont ces voisins de Fabian Erretse, qui sont massacrés le 8 avril 1994, il y avait un couple belgo-rwandais et il y avait une femme de nationalité belge, et sa fille était de nationalité belge aussi. Elles ont été massacrées, et la sœur de cette femme qui a été tuée, Martine Beckers, qui vit en Belgique, a été depuis l'origine celle qui, à travers les plaintes qu'elle a déposées, a veillé pendant des années, avec beaucoup de constance, beaucoup de courage, à veiller à ce que l'homme responsable de l'assassinat de sa sœur soit traduit en justice. Donc Fabian Erretse, d'abord, est jugé pour cela, pour avoir dénoncé. On peut être jugé pour un crime même quand on ne l'a pas commis soi-même, bien sûr. Et le fait qu'il ait dénoncé, qu'il ait été le moteur de l'assassinat de ces personnes, tuées parce qu'elles étaient Tutsis, est un motif constitutif de l'incrimination de génocide. Le deuxième élément pour lequel il est jugé,
c'est qu'il fait partie donc de ces élites proches du pouvoir, et à la mi-avril 1994, constatant que les massacres ne sont pas suffisamment nombreux, que la population n'appuie pas suffisamment l'effort pour exterminer la population Tutsi, le gouvernement au pouvoir, donc le gouvernement qui est resté en place après l'assassinat du président Habyarimana, eh bien, va expédier dans leur région d'origine un certain nombre d'acteurs essentiels du pouvoir. Et c'est le cas de Fabian Eretse. Parmi d'autres, il est expédié dans sa région d'origine. Il vient du nord-ouest du pays, dans la région des volcans, près de la frontière du Congo, qui est encore le Zaïre à l'époque. Il vient de la région de Ruwengeri, et sa commune d'origine, mais quand on dit commune au Rwanda, ça couvre un territoire très large, sa commune d'origine, c'est Mataba. À la mi-avril, avec armée bagages, avec famille, il se rend à Mataba, et là, il va, d'une part, mobiliser la population, il rassemble la population dans l'école qu'il a fondée avec ses larges moyens financiers, il a fondé une école, il rassemble la population à l'école et il les enjoint à s'activer pour tuer les Tutsis. Tout cela, évidemment, avec un vocabulaire codé. Je parlais des outils agricoles tout à l'heure, on parle de travailler, mais bien sûr, c'est un langage codé qui est parfaitement reçu par la population. Quand on leur dit, quand on les engage à travailler davantage, ça veut dire tuer davantage. Prenez ces outils que l'on vous a mis dans les mains depuis 1 an, 2 ans, 3 ans, et utilisez-les pour exterminer vos voisins Tutsis. Donc, premier élément, il rassemble dans l'école la population locale et il lui enjoint de mieux travailler. Deuxième élément, il crée une milice Interahamwe. Vous avez sans doute depuis lors entendu le nom de ces milices de la mort qui ont été l'un des moteurs essentiels du génocide et qui entraînaient la population à tuer. Il constitue une milice Interahamwe à Mataba, dans sa région d'origine. Évidemment, avec son ascendant, il n'a pas beaucoup de difficultés à organiser cette milice, et c'est cette milice qui va se rendre responsable de l'activation des massacres de Tutsis dans la région de Ruwengeri. Vous avez déjà évoqué brièvement la manière dont la défense s'y est prise pour défendre l'accusé. C'est effectivement, et de même que c'est un élément important qu'est le langage. Vous parliez de travailler, mais l'utilisation, la manipulation du langage pendant le procès, c'est quand même quelque chose aussi d'assez frappant et choquant. Oui, je crois que vous avez raison, le langage, le lexique, tout ça est important. Il y a le dévoiement des mots, il y a l'euphémisation, il y a les métaphores qui servent d'abord qui servent d'écran au massacre, et puis qui sont répétées après, tout en conservant leur terrible sens, comme si le crime se perpétuait de manière symbolique après les événements. Et le procès, ça m'a sidéré, et ça a sidéré d'ailleurs le jury, la présidente du tribunal qui l'a fait comprendre. On était tous et toutes sidérés par la violence qui envahit le prétoire pendant les 6 ou 7 semaines du procès, dans la mesure où la défense de l'accusé, qui bénéficie de l'immunité de plaidoirie, des choses que l'on dirait ici dans cette salle et qui tomberaient sous le coup de la loi, si je sais pas, je proférais des paroles racistes ou des paroles négationnistes, je tomberais sous le coup de 2 lois pénales différentes et on pourrait me traîner en justice. Pendant un procès d'assises, pendant un procès, la défense bénéficie d'immunité de plaidoirie, donc elle peut utiliser tous les arguments qu'elle juge utiles pour défendre l'accusé. Et c'est ce que la défense va s'employer à faire, mais de manière, je le disais, violente, mais surtout tellement excessive qu'on se demande si elle visait réellement à défendre son client ou à tenter de convaincre l'Assemblée et tenter de convaincre, au-delà du public présent au procès, l'opinion qu'il n'y avait jamais eu de génocide, ou en tout cas que l'on se trompait sur le vrai génocide et que c'était l'inverse de ce que l'on avait cru. Parce que c'est vraiment ça le discours qui va être tenu. D'abord, la défense de l'accusé, à travers le principal avocat de l'accusé, va tenir un discours de nature raciste.
les Tutsis sont déconsidérés, ils sont en quelque sorte ramenés à des envahisseurs, c'est le discours colonial et missionnaire des années 30, 40, 50. Ce sont des étrangers qui sont venus envahir le Rwanda, ce ne sont pas des vrais Rwandais, les vrais Rwandais seraient les Hutus, et de tout temps, les Tutsis auraient eu comme ambition non seulement d'installer leur pouvoir au Rwanda, mais de subvertir, sinon de mettre fin à l'existence de la population Hutu. Discours raciste, avec des relents qui font penser, et ce n'est pas nouveau d'ailleurs, ça a déjà été proféré auparavant, qui pourraient laisser penser que les Tutsis seraient comme les Juifs de l'Afrique de l'Est. C'est-à-dire qu'on focalise sur les Tutsis les mêmes stéréotypes qui ont frappé les Juifs dans l'histoire de l'antisémitisme. Les Tutsis sont roublards, ils sont faux, ils font preuve de duplicité, ils tiennent un double discours, ils ne disent jamais la vérité, ils cultivent le mensonge, il faut interpréter ce qu'ils font en sens contraire, c'est-à-dire que ce que vous percevez n'est jamais que le miroir d'autre chose, le contraire. Bref, ce sont ces stéréotypes-là que l'on connaît à propos des Juifs qui ont été portés sur les Tutsis, dans le discours anti-Tutsi et dans le discours négationniste, mais en particulier dans le discours du principal défenseur de l'accusé Fabien Neretse au cours du procès. Mais ça se retrouve ailleurs. Il y a un journaliste français qui était bien connu que moi, jusqu'à ce qu'il s'occupe du Rwanda, j'admirais d'une certaine façon. C'était un journaliste qui s'appelait, il est décédé maintenant, Pierre Péan, qui a été journaliste au Monde, notamment, si je me souviens bien. Pierre Péan est parti dans une défense effrénée du président Mitterrand et a défendu Mitterrand contre l'évidence, à savoir que Mitterrand, malgré tout ce qu'on a pu connaître, certains d'entre nous, comme jouissance politique en mai 1981, ben malheureusement, Mitterrand, il y a aussi des faces cachées, il y avait la Seconde Guerre mondiale, ce qu'il ne nous en avait pas dit, ses amitiés douteuses, et puis il y avait aussi l'appui au Rwanda, même le Rwanda génocidaire. Et donc Pierre Péan s'est complu à défendre Mitterrand et à accuser les Tutsis d'être les vrais responsables du génocide. Et l'avocat de Fabien Neretse au procès reprend ces espèces de fantasmes négationnistes de Pierre Péan. Parce que Pierre Péan, donc, qui disait aussi que les Tutsis étaient roublards, faux, mensongers, etc. Et parce que le deuxième élément, effectivement, de défense, outre le racisme, c'est le discours négationniste. Comme on ne peut pas nier complètement l'évidence, à savoir qu'il y a quand même 1 million de morts au Rwanda en 1994, ce million de morts, on ne peut pas simplement l'évacuer. Et donc le négationnisme qui sera à l'œuvre dans le discours des avocats de Fabien Neretse au procès, c'est un négationnisme terriblement pervers qui renverse complètement les choses, c'est-à-dire que les bourreaux deviennent victimes et les victimes deviennent des bourreaux. Donc selon le discours qu'ils tiennent, ce ne sont pas les Hutus qui seraient les responsables du génocide, ce seraient les Tutsis eux-mêmes, et notamment ces Tutsis de l'extérieur qui avaient comme ambition d'éliminer les Tutsis de l'intérieur du pays au bénéfice de ceux qui avaient été contraints de quitter le pays dans les années 60. Et donc, il développe ce discours, quand je dis il, c'est le défenseur de Neretse, il développe ce discours complètement insensé, qui nie complètement les responsabilités Hutus, qui les évacue. Quand je dis Hutu, ce n'est pas l'ensemble de la population, il y a des gens très bien, mais en tout cas du pouvoir Hutu, et il considère que le génocide est le produit de cette ambition folle des gens autour de Paul Kagame, l'actuel président rwandais, donc de cette rébellion Tutsi, leur ambition folle de faire en sorte que les Tutsis soient éliminés, d'emporter des Tutsis du Rwanda, d'emporter la responsabilité sur le gouvernement Hutu et d'ainsi conquérir le pays et de s'installer à la place des Tutsis qui y vivaient auparavant. Et non seulement ça, mais on leur reproche un double génocide, c'est-à-dire certes des Tutsis auraient été tués, mais le FPR, donc l'armée patriotique rwandaise, cette guérilla que j'évoquais depuis tout à l'heure, se serait rendue coupable non seulement
du plan machiavélique visant à l'extermination des Tutsis de l'intérieur du Rwanda, mais aussi un plan d'extermination de la population Hutu qui aurait été en partie exécuté. Et donc c'est ce discours complètement fou qui est tenu devant la Cour, mais ce discours complètement fou, on ne l'a pas entendu qu'au procès, c'est-à-dire qu'il a été porté ailleurs par des auteurs négationnistes, par des pseudo-historiens, par des journalistes qui ont cultivé ce discours en l'enrobant d'attaques qui, pour certaines, étaient fondées à l'égard du régime de Paul Kagame, c'est-à-dire ceux qui ont pris le pouvoir en mettant fin au génocide en juillet 1994, qui sont toujours au pouvoir aujourd'hui. Et c'est vrai que c'est une tyrannie politique, le régime de Paul Kagame. Donc on peut lui reprocher d'avoir un régime qui nie les droits humains, d'avoir été responsable de l'assassinat d'opposants politiques. On peut lui reprocher que le président fasse 95% aux élections et qu'il empêche certains candidats de se porter à la présidence du pays. Donc tout ça est vrai, mais sous couvert d'attaques fondées contre, ou de mise en cause fondée du régime du président Kagame, eh bien, on projette sur lui tous les maux, et notamment d'avoir été le vrai responsable du génocide de 1994, ce qui est complètement insupportable, parce que ça renverse les choses, hein, comme je le disais, les bourreaux deviennent victimes et les victimes deviennent bourreaux, mais dans le même temps, c'est une négation complète de la réalité historique, et au procès, et j'en termine par là, les avocats de Neretse se sont complus à complètement effacer la réalité historique et à la dévoyer complètement, et tout ça en pleine jouissance de leur droit de nier l'histoire, d'être raciste, d'exprimer des violences négationnistes parce que l'immunité de plaidoirie le permettait. In fine, Neretse est condamné. Oui, Neretse est condamné et on peut s'interroger sur la technique de défense, mais bon, la cause était entendue. Neretse avait échappé à la justice pendant de longues années. La France avait fermé les yeux sur le fait qu'il y résidait depuis les lendemains du génocide et ne l'avait pas livré à la Belgique. Il a fallu attendre vraiment la fin des années 2010 pour qu'il soit livré à la Belgique et il soit finalement l'objet d'un procès d'assises. Il avait été condamné déjà aussi par contumace par un tribunal populaire rwandais, vous l'évoquiez tout à l'heure, ce tribunal Gacaca, il avait été condamné à la perpétuité par contumace, et donc finalement, l'évidence est là, et il sera en effet condamné à 25 ans de réclusion criminelle par la Cour d'assises de Bruxelles à la fin du mois de décembre 2019. Pour génocide. Il sera condamné pour génocide, et c'est le premier condamné pour génocide en Belgique. Et donc, je voudrais revenir une seconde à cette notion du génocide, finalement, parce que vous dites au début de votre livre qu'il y a deux définitions qui ne sont pas toujours en accord, celle de l'historien et celle de la justice. Vous pourriez un peu, parce que cette question du génocide, elle revient régulièrement quand même, pas forcément pour le Rwanda, mais pour... Oui, ce débat a bien sûr lieu aujourd'hui à propos de Gaza. Alors, il y a une convention sur le génocide qui a été adoptée par les Nations Unies en 1948. Cette convention est très claire sur ce qui, en termes de droit, définit un génocide, et c'est pour cela qu'un certain nombre de spécialistes du droit international aujourd'hui considèrent, outre les 3 grands génocides du XXe siècle que j'ai évoqués, qu'il y a ou qu'il y aurait génocide aujourd'hui, enfin qu'il y aurait eu génocide à Gaza, puisqu'un certain nombre de critères de cette convention de 1948 sont remplis. C'est l'occasion aussi de dire d'ailleurs que cette convention avait été adoptée par des pays qui, en vertu de cette convention, auraient dû intervenir en avril 1994 au Rwanda, parce que, tout simplement, c'est une convention pour la répression et la prévention du crime de génocide. Donc, cette convention qui a conduit à ce que l'on réprime le crime par après, que l'on décide de l'installation d'un tribunal pénal international qui a fonctionné pendant une dizaine d'années à Arusha entre 2005 et 2015, où ont été traduits des grands responsables du génocide. C'est en vertu de cette convention 1948. Mais cette convention
est aussi une convention qui vise à prévenir le génocide. On était tout à fait informé parce qu'il y avait des rapports internationaux qui avaient été fournis au Conseil de sécurité avant avril 1994 et qui informaient des préparatifs du génocide. Donc les nations occidentales savaient très bien qu'un génocide était en préparation. Les services secrets le savaient très bien. Vous vous souviendrez sans doute que le ministre des Affaires étrangères belge, Willy Claes, au mois de mars 1994, a dit à propos du Rwanda, il est minuit moins 5. Il savait ce qui se tramait, et malgré le fait que la Belgique, la France, d'autres pays aient signé la Convention 1948, elles n'ont rien fait pour prévenir le crime, alors qu'elles le pouvaient. Elles n'ont rien fait pour intervenir, alors que le crime était déjà en partie consommé dans les premiers jours qui ont suivi le 7 avril 1994. Et plutôt que de faire intervenir leurs troupes, elles les ont retirées, comme la Belgique qui, après le massacre des 10 Parabelges, a décidé de retirer ses troupes, et ça a été le blanc-seing offert au régime génocidaire pour tuer. Donc, effectivement, ça c'est la notion juridique du génocide, et aujourd'hui, en effet, on ne peut que constater qu'à Gaza, concernant Gaza, un certain nombre de critères qui sont repris dans la Convention 1948 ont été remplis. C'est vrai que les historiens, parmi lesquels je suis, ont une lecture à eux du génocide. C'est-à-dire que pour les historiens, bien sûr, la Convention de 1948 existe, mais ce qui les intéresse le plus, ce sont deux éléments fondamentaux. Et en cela, je me fais l'interprète de celui qui a été considéré comme sans doute un des plus grands historiens du génocide des Juifs, qui s'appelle Raoul Hilberg, peut-être un nom que vous connaissez, qui a fait une œuvre monumentale qui évoque les prémices et l'accomplissement du génocide des Juifs donc avant et pendant la Seconde Guerre mondiale. Raoul Hilberg s'est focalisé sur deux éléments essentiels. D'abord, le caractère d'intentionnalité, c'est-à-dire ce que celui qui a théorisé et même inventé la notion de génocide en 1944 a déjà conçu. Raphaël Lemkin, c'était un juriste polonais, juif d'ailleurs, émigré aux États-Unis, c'est lui qui a forgé ce terme de génocide, et c'est lui qui a considéré que ce qui était essentiel dans le génocide, c'est ce qu'il appelle le conspiracy en anglais, c'est-à-dire le plan prémédité, le plan qui vise à exterminer tout ou partie d'une population pour des motifs politiques, religieux, sociaux, ethniques, etc. Ça, c'est le premier élément. Donc les historiens, suivant Hilberg et en référence à Lemkin, à ce juriste polonais, considèrent qu'il y a l'intentionnalité qui est essentielle, le plan concerté, conspiracy, le plan concerté qui vise à tuer tout ou partie d'une population. Le deuxième élément que Raoul Hilberg a aussi contribué à mettre en place, c'est que non seulement il faut une intentionnalité, mais qu'il y a aussi la décision qui intervient. Donc il est essentiel de considérer à quel moment un pouvoir politique, parce que le génocide, c'est toujours un crime d'État. Hein, ce ne sont pas des massacres entre tribus ou entre ethnies ou des massacres spontanés d'une guerre civile. Non, non. C'est bien le plan d'un État d'exterminer une partie de sa population. Ça a été le cas sous le régime ottoman, ça a été le cas sous le régime nazi, ça a été le cas sous le régime Habyarimana. Et donc, il faut déterminer à quel moment la décision est prise par un État de passer à l'acte et de tuer tout ou partie de sa population. Pour le génocide des Juifs, Hilberg et d'autres ont situé ça. Alors, il y a bien sûr la fameuse conférence de Wannsee qui a lieu près de Berlin en janvier 1942, mais en réalité, le génocide a déjà débuté en 1941. Et à un moment, les autorités allemandes, dans le secret de leur délibération, décident, et on a trouvé maintenant des archives qui montrent qu'avant Wannsee, la décision a été prise, et cette décision, elle est illustrée symboliquement par cette célèbre phrase de Himmler, « Nous avons pris la grave décision d'exterminer, d'anéantir un peuple, de bannir un peuple de son existence sur Terre. » Et ça témoigne de cette décision. Et donc l'historien va chercher l'intention, va chercher le moment de décision. Alors pour les grands crimes
de droit international qui ont été commis au XXe siècle, on a chaque fois pu, sur base du travail historique, a posteriori, faire des recherches qui ont mené à faire la démonstration de l'intentionnalité à travers toute l'idéologie raciale qui mène au génocide et à travers le fait de documenter le moment où la décision est effectivement prise. Et c'est ce qui fait qu'aujourd'hui, il y a une distorsion entre la définition juridique et la définition historique pour Gaza, dire que, du point de vue juridique, hélas, il n'y a pas de doute, l'intention a été montrée, d'ailleurs, des ministres du gouvernement d'extrême droite et de la droite israélienne ont fait des déclarations qui montrent l'intention d'exterminer la population, et même si pour eux c'était une métaphore, la façon dont est désignée la population de Gaza témoigne de ce mépris racial et donc d'une intention génocidaire. Et d'autre part, un autre critère de la Convention 1948 est rempli dans la mesure où il y a des éléments qui permettent de témoigner du fait que les conditions d'existence mises, enfin des conditions qui ont entravé l'existence de la population de Gaza, témoignent de ce qu'un critère de la Convention de 1948 est rempli, puisqu'il y a ainsi une atteinte à l'intégrité physique d'une partie de la population de Gaza. En revanche, là où l'historien ne peut pas encore déterminer les choses, c'est qu'on n'a pas le recul nécessaire pour examiner les archives qui permettront peut-être un jour soit d'affirmer, soit d'infirmer le fait qu'il y avait à un moment, dans les ordres transmis par les autorités politiques et puis la hiérarchie militaire israélienne vers le plus petit des soldats, voilà, vous avez l'ordre de tuer en tout ou partie, ou qu'on crée des conditions d'existence telles que la population de Gaza ne survivrait pas, ou ne survivrait que partiellement aux conditions d'existence que vous leur assurez. Et donc, l'historien a toujours un temps de retard, mais en même temps, je crois que ce temps de retard est nécessaire, parce que c'est le temps de la recherche, c'est le temps de l'archive, c'est le temps de la réflexion. Et donc, c'est pour ça qu'il y a une distorsion entre la conception historique et la conception juridique. Avant de laisser la parole au public, je vais encore vous poser une question. Vous avez un peu évoqué la construction de votre livre, qui est à la fois une chronique judiciaire, un traité d'histoire, un essai, mais aussi récit de souvenirs, puisque vous êtes allé au Rwanda, et qui avant et après le génocide. Et par certains moments, on sent votre émotion, d'ailleurs, votre colère, votre chagrin de cette situation du Rwanda. Comment avez-vous eu... est-ce que ça a été facile de combiner tous ces éléments pour arriver à couvrir finalement, par tous ces aspects, le procès du génocide? Oui, c'est une question qui m'importe. Je vous le disais tout à l'heure, ce n'est pas un livre d'histoire, ce n'est pas un livre qui a la prétention d'être une histoire du génocide, c'est un livre d'historien, c'est-à-dire que je m'exprime en tant qu'historien et en tant que citoyen qui a été bouleversé par ce qui s'est passé en 1994, pour des raisons diverses, et notamment, et en effet, parce que je m'étais rendu au Rwanda déjà en 1989 et que je n'avais pas compris ce qui s'y passait. Et donc, quand est survenu le génocide en 1994, j'ai été, comme citoyen, comme jeune citoyen, comme chercheur, ce que j'étais déjà, et du fait que je m'étais rendu dans un cadre de vacances, c'était ma première rencontre avec l'Afrique, je m'étais rendu au Rwanda 5 ans plus tôt et je n'avais pas compris les tensions qui agitaient de manière peut-être un petit peu souterraine la société rwandaise. Et donc il y a eu une forme de réparation de ma part, de réparation nécessaire, et je me suis dit, il faut que je témoigne, il faut que je raconte un jour tout cela. Il se fait que on m'a associé à une série d'initiatives dès l'été 1994 à propos du Rwanda, dans lesquelles je me suis engagé. J'ai écrit pas mal de choses sur le Rwanda alors que ce n'était pas mon terrain, et ce n'a jamais été mon terrain scientifique, mais il se fait que voilà, j'ai écrit des choses parce que je m'intéressais aux questions de mémoire, aux questions de justice, aux questions de définition du génocide. J'ai été appelé par le gouvernement rwandais
en janvier 1995, donc quelques mois après le génocide, pour une expertise sur les lieux de massacre, dans la perspective de les conserver afin de faire mémoire de ces lieux de massacre. Et donc j'ai été un petit peu emporté malgré moi dans ce tourbillon. Puis j'ai enseigné au Rwanda dans les années 2000, je m'y suis rendu fréquemment pour enseigner à l'université de Butare. Et donc j'ai vécu dans ma chair, comme dans mon esprit, tout cela. Mais les émotions étaient telles que c'était difficile de les restituer par l'écrit. Et puis est survenu 25 ans plus tard ce procès. Je me suis dit, bon, c'est peut-être l'occasion. Je vais assister au procès, et si je peux en faire quelque chose, ce sera l'occasion d'écrire ce livre que je n'ai jamais pu écrire depuis 1994. Et c'est ça qui m'a amené à écrire ce livre et à faire en sorte que ce ne soit pas un livre d'histoire, mais un livre d'historien, un essai, ou un essai peut-être un peu hybride, où à la fois il y a le récit du procès, comme vous l'avez dit, la mise en scène du procès, parce qu'un procès d'assises, moi j'ai assisté pour la première fois, je dois le dire, à un procès d'assises, c'est toujours un peu théâtral, et les lieux dans lesquels ça se tient, c'est évidemment un théâtre, donc je raconte ce théâtre, je raconte les enjeux du procès, je les contextualise avec ce que je sais du génocide et des événements de 1994, et surtout de leurs prémices. Et puis j'y ajoute en effet quelques éléments personnels sur mes différents voyages au Rwanda, où j'évoque les lieux de massacre que j'ai vus ou le procès Gacaca auquel j'ai assisté. Donc ça conduit à un livre qui est effectivement personnel, qui est un témoignage, et où je ne pouvais pas lier, je ne pouvais pas cacher les émotions qui ont été les miennes à propos de cet événement qui a bouleversé ma vie, comme il a bouleversé la vie de pas mal de mes contemporains. Quand on le lit, on est bouleversé aussi. Quand c'est un témoignage, c'est très très dur à lire. Et je pense que, heureusement qu'il y a d'autres aspects par moment pour un peu laisser passer l'émotion avant d'y revenir par la suite. Je vous remercie, je vais laisser la parole. J'aurai encore beaucoup de questions, mais on ne pourra pas tout répondre. Et sûrement, le public a quelques questions à vous poser. Le point commun entre les trois génocides que vous avez évoqués, c'est l'incapacité de la communauté internationale à agir ou la volonté de ne pas agir. Et est-ce que les procès qui ont suivi ces trois génocides que vous avez... Enfin, encore que pour le massacre des Arméniens, je crois qu'il n'y a jamais eu de procès. Il y a eu des procès, mais qui n'ont pas saisi l'ampleur de ce qui s'est passé. Mais ma question, c'était de savoir si ces procès ne servent pas, d'une certaine manière, à ne pas mettre en lumière les responsabilités internationales. Dans le cas, par exemple, du génocide des Juifs et des Tziganes, c'est clair qu'il y a eu je vais dire, une complicité des pays autres que l'Allemagne, la France, la Belgique, etc., a tout de même coopéré à travers ses polices, ses institutions, etc., à ce que le génocide soit commis. Dans le cas du Rwanda, vous l'avez longuement évoqué, c'est le fait que l'ONU, par exemple, retire ses troupes, etc. Donc, ils sont là sur place, ils voient ce qui se passe et ils n'agissent pas. Enfin, il y a un épisode célèbre. Donc, est-ce que les procès ne servent pas aussi à ne pas mettre en lumière la responsabilité des pays, et en particulier des pays occidentaux ? Oui, vous avez raison, c'est un point très important. Quand on prend l'exemple de la Seconde Guerre mondiale, les procès sont des procès de vainqueurs. Et donc les vainqueurs vont incriminer le pays qui a perdu la guerre et qui s'est rendu coupable de la responsabilité de ses crimes, mais évidemment ne va pas interroger ses propres responsabilités parce qu'il a le triomphe du vainqueur. Et il a fallu attendre, dans le cas de la Deuxième Guerre mondiale, de très longues années pour qu'il y ait des interrogations sur les complicités dans les pays occupés par les nazis. Il a fallu en réalité les années 90 pour que tout ça soit mis en évidence. Certains pays ont fait ce travail de mémoire qui était un travail douloureux, d'autres pays ne l'ont tout simplement pas fait. La Belgique, je crois, peut s'honorer d'avoir fait ce travail. J'y étais un petit peu associé à travers les commissions d'historiens qui ont été mises sur pied, mais c'est vrai qu'il a fallu attendre 50 ans après la fin de la guerre.
et que malgré tout, ce travail est incomplet. Ce travail est incomplet parce que ce sont des questions difficiles, sensibles, et qu'on ne veut pas toujours voir tendu comme ça le miroir qui nous renvoie à nos complicités, à nos lâchetés, et au fait que sans la collaboration locale, l'efficacité, si j'ose dire, de l'exécutant du crime n'aurait pu être la même. Donc c'est évident pour l'ensemble de ces crimes de droit international, et ça a été le cas pour le Rwanda aussi, et c'est toujours le cas. La Belgique a eu du mal, malgré les excuses de Guy Verhofstadt à Kigali, qui ont quand même été un moment important. Je crois que symboliquement, c'était très fort, mais il y a eu une commission aussi diligentée par le Parlement belge, mais il y a un certain nombre de complicités qui n'ont pas encore été mises institutionnellement en évidence. Elles ont été mises en évidence par certains auteurs, par certains débats publics, mais elles n'ont pas été assumées par le pouvoir politique, par le système institutionnel. Pour la France, c'est également le cas. Il a fallu attendre encore bien plus longtemps pour qu'une commission, sous la houlette de l'historien Vincent Duclerc, rende un rapport au président Macron il y a maintenant de cela 2 ans, et témoigne de ce que la France avait clairement des responsabilités. Et encore, là, c'est à demi-mot qu'on les accepte dans ce rapport, qui est quand même un rapport mandaté par le président de la République et remis au président de la République. Donc on a encore un vrai travail à faire, et vous avez raison, les responsabilités ne sont pas suffisamment pointées, mais je pense malgré tout, c'est l'optimisme de l'historien et l'optimisme du long terme, c'est que je crois que finalement la vérité finit toujours par triompher. On a beau vouloir cacher l'évidence, on a beau vouloir détruire les archives, un jour ou l'autre, la vérité se sait. Elle se sait trop tard, souvent, et c'est particulièrement pénible pour les victimes. Quand on voit les commissions maintenant qui existent sur les méfaits de la colonisation, c'est un peu tard pour les victimes qui ont été l'objet de ces massacres ou de ces maltraitances, de ces discriminations sous la colonisation. Et bien, il en va de même pour les victimes des grands crimes qui ont été commis pendant ces dramatiques événements du XXe siècle et du début du XXIe. Il faut du temps pour que la réparation se fasse, et encore, souvent, cette réparation, elle est purement symbolique, elle n'est que très rarement matérielle. Si vous me le permettez, justement, pour enchaîner, j'ai une deuxième question. Donc, vous avez parlé des 3 génocides reconnus du XXe siècle. Il y a aussi, dans le cadre colonial, l'extermination de certaines populations, de certaines ethnies, notamment par les Allemands, je crois, au début du XXe siècle, des populations qui ont été totalement exterminées et dont on n'évoque pas. C'est clairement un génocide, mais il n'est pas reconnu en tant que tel. Oui, c'est aussi une chose que je n'avais pas évoquée lorsque vous m'avez interrogé sur les différences entre la conception historique et la conception juridique, c'est que les instances internationales que sont les Nations Unies et les organes qui en dépendent ont reconnu 4 génocides commis depuis la Première Guerre mondiale jusqu'à celui commis au Rwanda. Ce qui se passe à Gaza n'a pas encore été, je le répète, avalisé comme un génocide. Ce sont des internationalistes qui le considèrent comme tel. Mais des historiens, et parfois certaines instances internationales qui n'ont pas de vocation autre que symbolique à travers des proclamations diverses, ont considéré qu'il y avait d'autres génocides qui avaient été commis, et ça a été documenté par des historiens. Vous avez raison, il y a le fameux cas de l'extermination de la population Ima en Namibie à l'instigation de l'occupant colonial allemand au début du XXe siècle, et puis il y a quantité d'autres situations que certains historiens ou certaines instances internationales considèrent comme génocidaires, qu'il s'agisse de l'extermination par la faim en Ukraine à l'instigation du pouvoir stalinien dans les années 30 et au début de la Deuxième Guerre mondiale, qu'il s'agisse du Cambodge et des massacres commis par le gouvernement khmer, et en particulier l'extermination d'une
partie de la population qui s'appelait les Cham à la frontière entre le Cambodge et le Vietnam, où là, très clairement, davantage encore que de crimes politiques, on peut parler de crimes génocidaires. Bref, il y a toute une série de situations où certaines instances considèrent qu'il y a eu génocide. Mais ce n'est pas reconnu comme tel par les instances internationales, par les Nations Unies. Est-ce que pour autant ce ne sont pas des génocides? Ce n'est pas à moi de le déterminer, mais la question peut être posée. Et évidemment, il y a en regard de cela le fait qu'un certain nombre de minorités qui ont fait l'objet de discrimination ou de massacres s'emparent de cette notion de génocide pour revendiquer une reconnaissance des crimes dont elles ont été l'objet, alors même que ces crimes ne sont pas de nature génocidaire. Et donc ça devient un enjeu, et ça devient un peu illisible pour le citoyen ou pour le spectateur des choses du monde. Ça devient un peu difficile de faire la part des choses. Qu'est-ce qui est un génocide? Qu'est-ce qui ne l'est pas? Et on est un peu trompé par ces définitions divergentes et par ces revendications qui mobilisent le terme dans le débat alors qu'il n'est pas approprié. Donc c'est une chose un peu complexe et un peu opaque maintenant, oui, cette manière de coller l'étiquette de génocide sur certains faits. La définition du génocide, est-ce que vous ne pensez pas qu'elle devrait évoluer dans le temps pour éviter des banalisations de certains crimes, comme notamment Gaza, qui n'est pas tout à fait un génocide parce que la définition du génocide entraîne un ordre qui doit être donné, bien précis, ou des choses pareilles, quoi. Qu'est-ce que vous pensez de ça? Bien, ça doit rester comme ça, et bon, voilà. Je vous avoue que j'ai un peu de difficulté à répondre à cette question parce que je ne suis pas juriste, et encore moins juriste internationaliste, et que qui suis-je pour considérer qu'il faudrait revoir les termes de la Convention de 1948? Je crois, à mon humble avis, que quelle que soit la définition, que l'on maintienne celle de 1948 ou qu'on la fasse évoluer, ce qui persistera, ce sera la volonté, ou plutôt le caractère velléitaire des États à ne pas intervenir. Et c'est ça qui est important. Je crois que définir ce qu'est un génocide et puis le réprimer, c'est une chose, mais ce qui importe avant tout, c'est de le prévenir. Et quand on a les capacités d'analyse telles qu'on en a eu, en tout cas dans les semaines et les mois qui ont précédé le génocide des Tutsis en 1994, quand on a ces capacités d'analyse et qu'on est susceptible d'intervenir militairement pour prévenir, il faut assurer cette prévention. Et c'est ça qui me semble fondamental. Et peut-être que l'on peut se dire que pour Gaza, c'était la même chose. Pourquoi n'y a-t-il pas eu la capacité à contraindre le gouvernement israélien à ne pas agir de la sorte? Et l'on sait que c'était possible, puisque les Israéliens dépendaient de l'étranger pour leur armement. Il y a une quantité de spécialistes qui ont montré qu'il suffisait de stopper l'armement israélien pour qu'en 2 à 3 semaines, ils soient contraints d'arrêter leurs opérations, dans la mesure où ils ne bénéficiaient plus de l'armement nécessaire. Alors vous me direz, par ailleurs, ils combattaient un ennemi féroce, terroriste, antisémite, ce que montrent les massacres du 7 octobre. Je ne veux pas minimiser la responsabilité du Hamas dans ce qui s'est passé. Mais l'on sait qu'il ne faut pas grand-chose pour organiser la prévention du génocide. Il faut de la volonté et il faut la mise à disposition de capacités militaires que 2 ou 3 États coalisés peuvent facilement mettre en œuvre. Et je crois que c'est là que se situe le vrai problème, c'est dans la prévention. Et s'il y a des leçons à tirer, mais tire-t-on des leçons des événements passés? S'il y a des leçons à tirer de ce qui s'est produit aujourd'hui à Gaza et de ce qui s'est passé hier au Rwanda, c'est bien celle-là, à mon avis. Eh bien, je vous remercie beaucoup. Si vous avez encore un peu de temps pour éventuellement faire quelques dédicats. Oui, volontiers. C'était vraiment un plaisir, c'était très intéressant. Et comme je vous dis, on peut en parler encore tout l'après-midi. Alors, je voudrais juste vous signaler qu'en février, je ne sais plus, c'est le premier samedi, nous recevrons Bertrand Misonne pour son livre « Le nouveau Michel H ». Et il parlera essentiellement
non seulement de son roman, mais aussi, puisque c'est sa spécialité, de l'intelligence artificielle, qui est quand même un sujet de préoccupation très actuel également. Je vous remercie encore et bon après-midi, et n'oubliez pas que nous vous invitons cordialement à prendre un verre et éventuellement continuer de manière informelle les échanges. Merci. Merci.